Oui. L'année 2022 a été marquée par une inflation record, plus de 5%. On n'a pas vu ça depuis 15 ans. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dès décembre 2022, on voit un changement qu'on espère continuera en 2023 et on arrivera à l'objectif d'Israël d'être sous 3% en 2023. Et mercredi, c'est comme chaque semaine le rendez-vous avec notre ami le docteur Daniel Guggenheim qui vient régulièrement sans fléchir ici dans ce studio pour nous faire dresser, on va dire, le bilan de la semaine économique avec une revue de la presse économique. Bonjour Boker Tov Daniel. Bonjour, vous êtes trop gentil, je fléchis parfois. Oh non, vous êtes là fidèle au poste chaque semaine et cette semaine, eh bien, on peut déjà tirer des leçons sur cette année 2022 en termes d'inflation, 5,3, ça fait quand même un bout de temps, plusieurs années, près de 20 ans, plus de 20 ans si je ne m'abuse, qu'on n'avait pas vu autant d'inflation en Israël. Tout à fait, et c'est des records. Vous l'avez dit, comme d'habitude, vous présentez bien le sujet. Je voudrais ajouter la chose suivante quand même pour montrer la situation entière. C'est vrai, ça a été 5,3% pour toute l'année, mais au mois de décembre, 0,3%. Et premièrement, c'est dans la... Ça veut dire qu'il y a une meilleure tendance pour le début de l'année 2023. D'abord, ça veut dire quoi pour décembre 0,3? Il y avait des prévisions des économistes et les prévisions données entre 0,3 et 0,5 et c'est bien que c'est allé par rapport aux prévisions basses. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne soit que 0,3%? Pour la première fois, et on l'attendait, et vous me confirmez que je le dis souvent à ce micro, les prix de l'immobilier, surtout du neuf, ont commencé à baisser. 2,4%. Les promoteurs, donc, vu les transactions qui s'amoindrissent à cause des taux d'intérêt, etc., ont commencé à baisser les prix, 2,4%. Et attendez, ça c'est les prix de novembre, parce qu'il y a toujours un délai. Ce sont les prix des promoteurs, c'est-à-dire les promoteurs eux-mêmes sont prêts à baisser leurs prix pour essayer parce que le marché est mort, quoi. Voilà, exactement. Et on pense qu'en décembre, ça va être encore plus. Maintenant, la seule chose, le point problématique à ce niveau-là, c'est que les locations, surtout quand quelqu'un a changé un nouveau locataire, ça a augmenté de 8%. C'est normal. Parce que les mashkantaot, les taux sont tellement durs à rembourser, les prêts hypothécaires, que ceux qui louent les appartements se rattrapent sur les locataires. Et donc, mettre cette hausse sur les locataires, ils le peuvent parce qu'il y a il y a quand même besoin de location. Donc ça, c'est un problème. Mais il y a premièrement tendance de l'immobilier au niveau des ventes. C'est ce que j'avais dit. Il y aurait freinage à la fin de l'année et on commence une petite baisse. Et en 2023, il y a, bien sûr, les prévisions. Il y en a qui parlent de 5 à 10%, voire plus que l'immobilier. De baisse. Donc, il faudra suivre. Alors, c'est très important à dire. Concrètement, pour nos auditeurs, ça veut dire s'ils veulent acheter un appartement maintenant, ils doivent attendre ou ils doivent l'acheter? Ils doivent attendre, et je le dis déjà depuis plusieurs mois quand des Olim me font la gentillesse de me demander conseil à ce sujet-là. Oui, il faut attendre. Et la chose, ça veut dire qu'il vaut mieux payer un loyer pendant 6 mois plutôt que d'essayer de se précipiter et d'acheter un appartement aujourd'hui parce que la tendance est à la baisse. C'est évident. Maintenant, même qu'est-ce que les promoteurs ils disent? Oui, mais ce qui va se passer, c'est quand les taux d'intérêt vont baisser, comme il y a moins de maintenant de construction parce que les promoteurs n'arrivent plus à construire parce qu'ils n'ont pas de financement pour ça et ils savent pas s'ils arriveront à vendre, alors ça va remonter très fort. Alors ça va dépendre du gouvernement. Si le gouvernement, ils l'ont dit d'ailleurs, vous savez, il y a eu un plan qui a été fait il y a 10 jours, un premier plan, première chose de bloquer les tarifs tarifaires et par rapport au logement et tout ça, ils ont dit on va faire des plans et ça il faudra le voir si le gouvernement fait un plan massif de construction, alors on n'aura pas ce qu'on a eu plusieurs fois, une remontée de prix après une baisse. Ok. Maintenant, je voudrais encore dire, pour l'inflation, 2 choses, parce que j'ai pas vu tellement que les gens les remarquaient. Il y a eu une baisse aussi également de 1,8% pour l'inflation, pour la production. Ça veut dire les entreprises pour produire, ça coûte presque 2% en moins en décembre. Ça veut dire que c'est un bon signe pour 2023. Ça veut dire que les prix vont moins augmenter, puisque toujours l'inflation pour les coûts de production pour les entreprises, c'est un signal pour ce qui va se passer après. Et l'indice, si on regarde pas l'énergie, a baissé aussi de 0,5%. Par exemple, l'habillement, 7%, etc. Donc effectivement, c'est une bonne chose. Janvier-février, on parle de stabilité même. Alors, ça c'est donc une tendance favorable. Oui.
Quel est le plan c'est-à-dire aujourd'hui, on a vu Benyamin Netanyahou qui s'est exprimé la semaine dernière avec Bezalel Smotrich pour... Alors, je sais pas, j'hésite à appeler ça un plan de lutte contre la vie chère, contre la cherté de la vie, parce que ça avait l'air plutôt d'être 3 ou 4 mesures d'urgence prises par le gouvernement. Est-ce que vraiment il y a un plan de la part de Benyamin Netanyahou et de Smotrich qui vise à faire baisser sensiblement, on va dire, les prix ? Je pense que dans les 2 mois où il y a les négociations, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont préparé un plan. Le premier plan qui a été proposé, comme j'ai dit, c'est les choses qui provoquent l'inflation, ce qu'on appelle en hébreu mecholel inflatia. Impôt foncier, eau, électricité, essence, on bloque. Enfin, il y a tout, on en beaucoup moins que ce qu'ils devaient faire. Et donc, les entreprises, immédiatement, ne sont pas obligées d'augmenter les coûts. Deuxièmement, on dit la chose suivante. En deuxième temps, on va voir qu'est-ce qui, en Israël, fait la vie chère. On le sait, les monopoles, etc. Dans le budget, on verra déjà des lois qui seront faites à ce sujet. Donc, il y a une première chose qui arrive maintenant, une bonne tendance qu'on a préparée et un plan qui se prépare. Le grand défi cette année, hier, Smotrich a rencontré le chef des syndicats, c'est les négociations salariales dans le secteur public. Et eux, ils demandent 15% d'augmentation ou 12% parce que il y a vraiment du retard. Depuis plusieurs années, il n'y a pas eu d'accord. Ça fera beaucoup d'argent et il va y avoir une négociation. Je n'exclus pas même ce qu'on appelle un package deal. C'est-à-dire que on montrera au syndicat que le gouvernement fait des efforts, etc. Alors, l'augmentation de salaire moins importante et plus longue, etc. C'est possible que ça soit accepté. On verra. Hier, il y a une réunion, malgré tout ce qu'on disait que Smotrich était de droite et l'autre, et ils ont très bien entendu, ils ont dit que la réunion s'est très bien passée et il faut voir ce qui va se passer. Ok, alors on va suivre de près ce qui se passe dans ce domaine. Je voudrais que l'on parle maintenant des obligations, ce qu'on appelle les obligations vertes d'Israël sur les marchés internationaux, avec pas mal un premier succès intéressant. Oui, il y a la semaine dernière. C'est quoi les obligations vertes? C'est des obligations pour l'écologie, c'est-à-dire on s'engage à ce que ça s'investit contre le réchauffement du climat et uniquement dans des industries hautes qui ne sont pas polluantes. C'est extrêmement prisé dans le monde international parce que maintenant les grands investisseurs doivent mettre dans leur bilan quelle est la partie de leur investissement qui est dans le vert. Et donc, alors qu'est-ce qui pourra succès d'abord? 2 milliards de dollars et sur 10 ans et 4,5% en dollars. Quand on regarde que l'Amérique, lorsqu'elle emprunte sur les marchés financiers à 10 ans, le gouvernement américain, c'est 3,5%. Donc, en fait, on n'est que 1% en plus que l'Amérique. Donc, c'est très bon. Et maintenant, le rating d'Israël est AA. Ils n'ont pas changé. Il y a eu des rumeurs qu'à cause des réformes politiques et autres, et des questions aussi posées par les entreprises de rating sur le fonds de richesse dont je vous ai parlé pour le gaz, est-ce que vous allez l'employer, qui ont fait craindre que la cote d'Israël baisserait. Pour l'instant, moi, je dis toujours, il faut regarder les faits. Les faits, c'est que ça a été un succès et que Israël a toujours la confiance des marchés financiers internationaux. Et je suppose que Israël sera ramené cette année à revenir sur le marché financier. Et je pense que ce sera un succès vu ce qui s'est passé et vu les choses que je vous ai dit dans le premier sujet. Mais ça me donne envie de vous poser une question parce que, vous le savez, on parle beaucoup de la réforme de Yariv Levin, la réforme juridique et judiciaire de Yariv Levin. Est-ce que un événement comme celui-là, qui a un impact sur le plan international, parce que tout le monde en parle, est-ce que ça peut faire réfléchir des investisseurs étrangers concernant leur investissement en Israël ? C'est-à-dire que malheureusement, comme ils font beaucoup de tapage dans les médias israéliens. On présente Israël comme si ça devenait une sorte de fachosphère. Est-ce que ça peut avoir un impact? L'Iran à côté, la Syrie, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est des choses qui sont dans beaucoup de pays développés, ce qu'ils proposent. Enfin, je vais pas regarder sur le côté politique, mais ils ont essayé de dire, c'est un des arguments, comme je vous ai dit, faites pas ça, la côte d'Israël va baisser. C'est des arguments fallacieux et je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Alors, je voudrais qu'on aborde un sujet avec vous qui est un sujet important et intéressant. C'est ce qui se passe à Jérusalem en matière d'immobilier. Il y a à Jérusalem, dans plusieurs quartiers, dont le quartier où j'habite, des terres qui n'appartiennent pas à l'État d'Israël, c'est-à-dire pas à l'administration domaniale, mais des terres qui appartiennent au patriarcat grec orthodoxe depuis
on va dire belle lurette, et et qui sont sous bail, avec un bail qui se termine, si je ne m'abuse, dans une 50aine d'années. Encore moins. C'est-à-dire combien d'années? 2050. 2050, c'est ça, c'était 50. 2050, ça veut dire dans moins de 30 ans. Oui, comme d'habitude, vraiment, je dois vous le redire, vous connaissez bien ce sujet. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais juste ajouter deux petits points d'histoire à ça. En 1950, on commence à construire à cet endroit-là. Mais de quoi il s'agit? Par exemple, des endroits comme l'hôtel Inbal est construit là-dessus, oui. Le musée d'Israël, je me demande s'il parle Parlement peut-être aussi. La grande synagogue. Donc plein de choses et 1000 appartements. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des terres qui appartiennent au patriarche grec orthodoxe. Il y a ce qu'on appelle le KKL, oui. A une harira dessus, c'est-à-dire le loup dessus. Il a un bail, exactement le mot c'est bail. Il a un bail qui a été renouvelé en 2000 pour 50 ans. Maintenant, ça posait des problèmes aux gens qui habitaient, parce que quand généralement vous vendez un appartement, vous dites à celui qui va acheter, c'est pour vous et pour vos enfants, je sais pas, il y a aucun problème. Oui, et là il y a un problème juridique, puisqu'on sait, il y a un problème avec jusqu'en 2050. Et après on ne sait pas. On sait pas. Et il y a un problème dans l'absolu, ça doit revenir au patriarcat. Voilà. Et il y a un problème exactement juridique qui est pas et qu'on ne sait pas que celui qui est dans la. D'après ce que je sais, puisque on va dire l'échéance approche, eh bien aujourd'hui ces appartements sont vendus sur le marché moins cher, justement parce qu'on ne connaît pas leur avenir est incertain, quoi. En 2016, il y a des gens d'affaires, un groupe Nayot, qui a acheté pour 150 millions de shekels les terrains, donc encore une fois pas les maisons, que les terrains qui sont en dessous, pour que c'est lui qui soit à la place du patriarche grec par rapport au KKL. Il a acheté au patriarcat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les terres. Ces terres-là, c'est des centaines de dunams, quelques centaines de dunams, où sont ces appartements qu'on a dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont revendu maintenant hier à Gary Barnett, qui est un juif américain, pour 750 millions de shekels. D'abord, en 5 ans. Ils ont acheté 150 millions de shekels et maintenant ils le revendent à 750 millions de shekels. Ça veut dire, c'est pas mal. De facto, c'était déjà plus ces dernières années entre les mains du patriarcat. D'accord. Oui, exactement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens qui étaient à l'intérieur, la groupe Nayot a proposé de leur acheter, que s'ils payent 1 million de shekels, il y en a alors c'est à vous, et moi je m'enlève le KKL, vous aurez plus de problème. Et aux propriétaires. Donc ça veut dire il commence à faire ce genre de choses. 1 million de shekels par appartement. Par appartement, c'était énorme. 1 million de shekels par appartement. Mais ça n'a pas tellement marché. Et ils l'ont vendu avec un bénéfice, comme je vous dis, très important. Maintenant, on se demande, qu'est-ce qu'il va faire quand vous dites en 2050, ça va revenir au KKL, enfin le KKL, ça reviendra au KKL en 2050, on ne sait pas exactement comment il va arriver. Il y a un problème juridique en 2050, et alors qu'est-ce qui va devenir de ça? Pourquoi il achète quelque chose que dans 30 ans il y aura un problème? Et à tellement d'argent, on dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer au KKL de dire, moi, si tu me permets maintenant de construire dans ces terrains-là, parce qu'il y a beaucoup là-bas, vous vous rendez compte, dans des endroits comme ça qui ne sont pas construits. Tu vas me permettre de construire, et moi, je serai prêt à rétrocéder au propriétaire ou à toi, le KKL, la propriété que je viens d'acheter, à Nayot. Et donc, il voudra déjà, dès maintenant, faire peut-être une affaire comme ça pour lui permettre de construire et lui enlever sa propriété dessus, et le fait qu'en 2050, parce que c'est à lui maintenant, comme vous dites, en 2050, il pourrait faire ce qu'il veut lui ou ses enfants, oui. Et les gens savent pas. Alors c'est quelqu'un qui dit, je pense qu'il a raison, c'est ça pour ça qu'il l'a fait, pour pouvoir déjà maintenant négocier et construire d'autres appartements sur des terrains qui appartiennent maintenant au KKL. C'est un peu compliqué comme affaire, mais enfin, on se tiendra au courant. Oui. Et je suppose que ceux qui veulent acheter des appartements dans cette région, eh bien, ils peuvent vous contacter, vous leur donnerez un bon conseil avisé concernant leur acquisition. Oui, on va à M. Barnett. On va terminer parce qu'il est vraiment tard là, il est 8h55. Dans la relation entre la banque et les Olim, vous allez en parler dimanche lors d'un forum c'est dimanche ? Oui. C'est ça.
C'est-à-dire, Allez. ce dimanche, Qualita se déplace complètement. Tout le service de Qualita, emploi, équivalence de diplôme, tout notre groupe de centre et droit, tout dans quoi Qualita fait aide les Olim, on va à Haïfa du matin au soir, et ça veut dire on va, comme on fait parfois ailleurs, c'est important pour les gens du Nord qui savent qu'ils viennent, parce que c'est une chance d'avoir qu'une fois on se déplace pour eux. Alors, je voudrais 2 cas très importants que j'ai eu cette semaine, remarquables, que je voudrais en parler aux gens ici. Premièrement, la chose suivante. Un Olé m'a dit là, comme ça, vous savez qu'il y a des gens qui sont franco-israéliens, qui ont encore leur compte en banque en France et qui font faire des virements en Israël. Jusqu'à maintenant, des fois, ça arrivait que les banques françaises fassent des difficultés en disant « Prouve-moi que tu es résident fiscal israélien pour que je t'envoie de l'argent ». Là, il s'agissait en plus pas d'une grande chose, pas d'une grande somme. Et ils ont cette banque en France ne s'est pas suffi simplement du certificat normal comme quoi on est fiscal israélien. Ils ont demandé à ce que cette personne fournisse un document comme quoi il a fait une déclaration fiscale en Israël. Apparemment, c'est dû au fait que il y a une plus grande coopération entre le fisc israélien et le fisc français, et donc les banques, en tout cas ça commence à demander une déclaration fiscale. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que beaucoup de Olim, parce qu'il y a une exonération effectivement pendant 10 ans ici des revenus passifs comme les retraites, ils ne vont pas faire même pas de résidence fiscale et a fortiori de déclaration. Et il faut surtout après les 10 ans, il faut le savoir qu'on est obligé de faire une déclaration fiscale. Donc je dis aux gens, et je l'avais toujours d'ailleurs conseillé, si vous n'avez pas besoin, ne gardez pas votre compte bancaire en France, parce que peut-être à un moment donné, on va vous le bloquer, vous aurez des mal à le faire venir. Et donc je dis aux gens cette information que j'ai eue. Une autre information que j'ai eue, il concerne là les banques israéliennes. J'ai vu, c'est une affaire douloureuse, mais j'ai eu un couple qui est venu que à leur insu, ils savaient pas ils avaient donné des codes de la banque, et bien qu'ils avaient prévenu la banque qu'il y avait un problème, il y avait plus d'argent sur le compte depuis plusieurs mois. Et tout d'un coup, c'est une personne qui était donc mal intentionnée à leur insu, a fait sur leur compte un emprunt digital. Et la banque a laissé passer. Alors je voudrais dire aux gens, d'abord, comme je dis toujours, vérifiez tous les jours ce qui se passe sur votre compte. Mais ce qui m'a étonné de la part de la banque, comment la banque a pu donner un emprunt de cette somme dans un compte qui était même en minus, même si c'est digital, et qui avait des alertes sur ce compte d'ailleurs, comme quoi il y avait des problèmes de fonds. Comment la banque a fait? Il y a maintenant, c'est quelque chose qui est en cours, je ne sais pas ce que la banque va dire, mais je répète encore aux gens, faites très très attention, surtout quand vous donnez des codes aux gens, que même des emprunts peuvent être faits à votre insu et de façon très rapide, donc prudence. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique très complète. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, mercredi prochain,